À nos côtés ce soir, Luc von Middelaar est historien et philosophe politique néerlandais. Il a fait partie du cabinet du premier président du Conseil de l'Europe. Et actuellement, il est chroniqueur et également il enseigne le droit européen. À ses côtés, Caroline Marth est rédactrice en chef adjointe du RTL Télé Luxembourg. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation ce soir. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci surtout pour ceux qui bravent la chaleur et résistent à la tentation de la terrasse. Mais je pense que vous allez vous rendre compte que ça vaut la peine pour la qualité de ce que l'interlocuteur a à dire. Bonsoir Luc von Middelaar. Merci Caroline Marth. Est-ce que vous êtes un homme heureux, un optimiste de nature, ou est-ce que vous êtes ce que les Allemands appellent Zweckoptimiste, parce que vous êtes tellement convaincu de cette idée européenne que vous n'osez même pas penser à l'alternative? Non, j'essaie de regarder les choses sereinement, avec, c'est vrai, une certaine confiance, mais tout en regardant aussi les failles et les faiblesses. Et comme ça, j'espère être mieux armé contre des accusations d'un optimisme exagéré. Mais dans l'ensemble, je suis un homme heureux, oui. Ouais. Bon, en tout cas, on ne peut pas dire que c'est un optimisme sans connaissance de cause, parce que vous êtes vraiment une perle rare. Vous êtes à la fois un pragmatique et à la fois un grand intellectuel, c'est-à-dire que vous travaillez sur les théories et en même temps, vous êtes un insider, vous connaissez les rouages de l'intérieur, vous avez écrit les discours déjà de Bolkestein, puis de Van Rompuy, vous étiez chef de cabinet, donc vous savez à quel point c'est difficile de trouver un équilibre en Europe, mais c'est un plaidoyer pour une Europe imparfaite, mais vous la voyez en devenir permanent, dans des renaissances continuelles, c'est ça que vous dites? Oui, aussi ça, mais peut-être, je dirais, un mot par rapport aux casquettes que je porte et dont vous soulignez la pluralité. Mais au fond, je suis écrivain. Et j'ai envie, en tant qu'écrivain, de comprendre ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive du jour en jour dans le présent. Et je puise aussi de mes savoirs. J'ai fait des études d'histoire, de ce qui est derrière nous, dans le passé. Et c'est comme ça que je suis arrivé là-bas étant Bruxelles, puisque j'avais envie de savoir, non pas uniquement théoriquement, en tant que jeune étudiant de philosophie politique à Paris que j'étais autour de l'an 2000, mais je voulais voir sur place. Et alors voilà, dans un premier temps, en effet, je suis arrivé dans le cabinet d'un commissaire néerlandais que vous venez de nommer. La plupart des gens associent autre chose avec lui. Voilà, bon, c'est tout un autre débat, on peut l'avoir aussi. Et puis voilà, j'avais continué un peu dans la politique. Puis j'ai arrêté parce que je voulais écrire un livre sur l'Europe. Et puis là-dessus, j'ai été recruté un peu par le système, par le président du Conseil européen. Donc c'était un grand honneur, je n'ai pas refusé. Mais suite aux 5 ans passés là, parmi les pilotes de l'Union européenne, à une période de grande crise entre 2010 et 2014, la crise financière notamment, l'Ukraine. Je me suis retiré, disons, une deuxième fois de la vie politique trop active pour écrire, pour réfléchir, pour parler, comme ce soir. Jamais de tentation de vous lancer vous-même, parce que ce n'est pas toujours évident d'écrire le discours des autres. Non, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté ce travail, parce que c'était très bien, j'ai appris énormément de choses avec un homme politique formidable et très fin qui était Herman Van Rompuy. Mais à un moment donné, il y a aussi bien sûr des contraintes liées à la fonction. Et dans la vie politique, il faut aussi beaucoup se répéter. Les hommes et les femmes politiques, ils ont des discours et ils les tiennent parfois tous les soirs.
Et si on écrit leur discours, ça commence à ennuyer à un moment donné. Hein. Et si on écrit, si on réfléchit, si on lit pour soi, avec sa propre petite boutique, beaucoup plus modestement, c'est plus stimulant. Donc, que vous êtes auteur, ça se lit, ça se voit, ça se vit, parce que vos livres nous enseignent énormément sur des événements qu'on a vécus, mais pas de l'intérieur, de l'extérieur. Ça explique, ça fait comprendre. Il y a beaucoup de moments vraiment assez extraordinaires, et en même temps, ça se lit comme un roman. Ce n'est absolument pas un langage technocrate, et vous aimez les métaphores. Pour le livre actuel, Das Europäische Pandemonium, qui n'est pas encore traduit en français. D'ailleurs, la traduction française, ce serait quoi ? Le pandémonium européen. Mais je ne suis pas sûr qu'il y aura une traduction française, mais en anglais, néerlandais, allemand, de toute façon. Oui. Ok. Bon, il faut expliquer, pandémonium, ça n'a rien à voir avec la pandémie, même si on pourrait le croire, pas directement en tout cas. Oui. Et c'est une référence à un poème de John Milton où il parle de paradis perdu. Et déjà, dans votre autre livre, Le passage à l'Europe, vous avez la référence au purgatoire. Est-ce que vous aimez tellement les grandes métaphores ou est-ce que vous aimez les anges déchus ? Voilà, vous m'appelez auteur, mais vous êtes lectrice, clairement. C'est vrai que j'essaie de puiser dans notre imaginaire collectif, et que ça peut être culturel, ça peut être les Grecs, et parfois c'est aussi l'imaginaire religieux. Pour revenir d'abord sur le pandémonium, voilà, ça c'est peut-être aussi que je pouvais pas résister à la tentation de prendre ce terme. Mais bon, le pandémonium chez Milton, donc dans son livre Paradise Lost, c'est la capitale des diables. Il y avait quelque chose, j'ai trouvé vraiment de diabolique au tout début notamment de cette crise qui nous est tombée dessus, cette pandémie, de façon très insidieuse. Ce petit virus c'est arrivé. Il semblait comme si ce petit virus nous montait aussi les uns contre les autres, les malades contre ceux qui étaient en bonne santé, les générations les uns contre les autres, etc. Donc il y avait quelque chose vraiment de diabolique. Mais j'ai trouvé aussi que, et c'est un peu la deuxième thèse du livre, qu'il y a aussi, comme à chaque épreuve que l'Union européenne a traversée ces 10-15 dernières années, il y a aussi un moment où on en sort plus fort collectivement. Pas de façon non qualifiée, hein, ouais, on peut y revenir, mais la pandémie nous a appris en tant que citoyens de cette Union que nous partageons peut-être plus qu'on s'imaginait. Et puisque cette pandémie et ce virus s'attaque vraiment à notre corps, à notre santé. Et il y a eu un appel, et c'est un peu le point de départ aussi du livre et je crois de toutes les grandes décisions européennes qui ont été prises dans cette première année de pandémie. C'est vraiment, ça débute avec ces scènes qui étaient vraiment des scènes d'enfer par rapport aux gens qui mouraient, mais aussi au manque de solidarité entre pays européens, et où il fallait faire mieux que ça. Et ça, c'est quand même fait. On peut articuler ça plus précisément si vous voulez, mais si on regarde un petit peu de loin, parce que bon, nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie dont acte. Ici, vous êtes assis comme dans une salle d'examen d'un lycée, hein, bien à distance les uns des autres.
Mais je veux dire, le pire est quand même derrière nous. Ouais. Donc qu'on peut déjà avoir un petit recul. Et donc, après ce moment assez sombre, février, mars, avril 2020, il y a eu quelques percées et aussi quelques échecs qui sont chacun à leur façon fort instructifs, je trouve. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on apprécie ce qu'on avait quand on l'a perdu, notamment la liberté de circuler, la liberté individuelle tout court, ce qu'on a tous vécu de façon ensemble, fermeture des frontières, quelque chose d'impensable dans cette Europe. Est-ce que ça a plus contribué à recentrer l'Europe, cette réalisation de ce qu'on a, que c'est vraiment quelque chose d'important, plutôt que des discours de quelqu'un comme Jean-Claude Juncker, qui lui parlait déjà en Cassandre de possibles effondrements de l'Europe et tient toujours ce discours de guerre et paix. Et est-ce que c'est plus efficace quand on le ressent dans son corps propre plutôt qu'un discours historique, voire un peu moralisateur? Je ne sais pas ce qui finalement a eu le plus d'effet, ce qui a vraiment mobilisé, ou triggered en anglais, l'action. Je crois que c'est vraiment le cri de détresse qui est venu de l'Italie avant tout, qui était le pays évidemment touché le premier et gravement par la crise, qui a demandé de l'aide aux autres pays européens, puisque l'Italie n'avait pas assez de matière de protection, de masques, etc. Et il n'y a pas d'aide qui est venue. On s'en souvient peut-être, mais la France a réagi autrement, saisi tout le matériel médical sur le territoire français dans un réflexe français. Ça passe toujours par l'État. En Allemagne, ça passait par le marché et donc interdiction d'exportation. Ça a le même effet, mais ce n'est pas le même instrument. Là, c'était déjà l'étape où ils ont compris, oui, mais là, parce que la toute première étape, c'est on ne comprenait même pas ce qui se passait. On ne prenait pas l'envergure. Oui, donc là, on est vraiment, si on fait la chronique, fin février, début mars 2020. Donc c'est justement au moment où l'Italie crie alarme que les autres se rendent compte « ça ne va pas du tout ». Et donc le moment où c'est la mobilisation générale de tous les États membres européens, l'Italie laissée seule. 10 jours après c'était vraiment un appel officiel aussi par l'Italie, par les procédures de l'Union européenne, pour avoir des masques, donc notamment. 10 jours après, elle n'avait rien reçu. Et donc, l'ambassadeur italien auprès de l'Union européenne a alors écrit dans Politico, le journal, que seule la Chine avait aidé, et offert de l'aide qui est venue quelques jours après. Et alors, on a vu, en effet, atterrir l'avion, vous vous souvenez peut-être des images, chinois, avec des tonnes de matériel de la Croix-Rouge chinoise qui atterrissait en plus à Rome. Tandis que, souvenez-vous, le pire de la pandémie, c'était au nord de l'Italie, plutôt à Milan. Mais c'était donc à la fois de l'aide, mais aussi un signal très fort politique de la part de la Chine pour atterrir à la capitale, pour diviser un petit peu. Et ça, encore une fois, ce cri de détresse qui n'était pas suivi d'effet, qui a fait désespérer les Italiens, aussi les Espagnols après, c'était impossible de ne pas y donner suite finalement. Et sur le plan médical, ça n'a pas marché. C'était très difficile de s'organiser. On peut revenir sur l'histoire des vaccins qui nous a tous passionnés, évidemment, mais aussi sur le plan économique. Oui, mais le médical, c'est un des problèmes. Le médical n'est pas de la compétence de l'Union, c'est la compétence nationale. Est-ce qu'avec chaque crise, on se rend compte aussi de tous les accords, de tous les domaines qu'on n'a pas pensé à unifier ou à moins à trouver certains accords? Chaque crise nous fait comprendre que le projet est beaucoup plus grand. Oui, il y a quelque chose de ça. Et moi, ce que j'ai trouvé fascinant dans cette crise,
c'est que dans un premier temps, la réaction, disons, de Bruxelles, c'était désolé, mesdames et messieurs, mais la santé publique, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Donc c'est une réaction un peu défensive par rapport à l'énormité de la situation. Et cet argument est évidemment parfaitement valide sur le plan juridique, mais politiquement, ça ne tenait pas la route, comment dire. Encore moins si la Chine débarque. La Chine était là, les économies allaient effondrer, il y avait tout le paysage géopolitique, il y avait un désastre de santé publique. Donc, c'était d'une telle énormité que les gens se sont dit il faut que l'Europe agisse, sans dire plus précisément quel État ou quelle institution. Il fallait que l'Europe agisse. Et je pense que c'est aussi un petit peu suite aux autres crises précédentes, crise financière, la migration, où là, l'Europe était tout naturellement en première ligne, puisqu'il s'agissait de notre monnaie commune, des frontières extérieures partagées. Et dans cette crise, ce n'était pas le cas, mais il fallait que l'Europe fasse quelque chose. Et après quelques hésitations, c'est la chancelière allemande qui a compris qu'il fallait agir, qu'il fallait pas seulement faire un pas, mais qu'il fallait faire un saut. Et qui ensuite a conclu un accord très important dans un premier temps avec le président français, Merkel-Macron, en mai 2020, où elle a vraiment fait un saut puisqu'elle est allée plus loin dans l'engagement de son pays financièrement, économiquement, vis-à-vis de l'Europe du Sud, qu'elle n'avait été fait même au pire moment de la crise de l'euro. Il y a plein de sujets contentieux avec des termes comme eurobond et tout ça, qui vont à l'encontre de la vision allemande de la... Ouais. Et la différence, ce revirement de doctrine justement chez les Allemands, c'était que la menace était pour tout le monde, que c'était une menace immédiate, que c'était une menace de vie ou de mort. C'est ça qui a fait changer? Ou c'est aussi l'apprentissage de ce qui a précédé, des erreurs qui ont précédé? C'est les deux pour moi. C'est vraiment l'idée, et Merkel l'a aussi exprimé, ce n'est pas la faute des Italiens, même si la crise financière, ce n'était pas la faute des Grecs forcément non plus, mais dans la perception allemande, il y avait, en tout cas, disons, c'était plus nuancé, je vais dire ça comme ça. De pas mal d'autres pays du Nord aussi, voilà. Les dépensiers, quoi, le Sud. Voilà, c'était un sentiment très fort aussi aux Pays-Bas que je connais bien. Et cet argument ne tenait pas dans cette crise. Ça touchait tout le monde à notre insu. Et donc, il y avait ça. Et aussi les souvenirs de la première crise et des erreurs, et même le ressentiment qui était encore souterrain des pays du Sud vis-à-vis du Nord, on peut dire, et quand même l'Allemagne en particulier, puisque c'est l'Allemagne qui incarne un peu, qui incarnait cette politique de l'austérité avec Wolfgang Schäuble, par exemple, et d'autres. Et Merkel s'est rendu compte, nous, Allemands, ne pouvons pas nous permettre d'être encore une fois l'avare de service, si je peux dire. Il faut... c'était possible, difficilement dans cette autre crise, mais cette crise-là qui touche notre corps, à nous tous, où c'est, comme vous dites, une affaire de vie et de mort, on ne peut pas le faire. Et Merkel, c'est quand même une femme politique très pragmatique. Oui, c'est une chose qui frappe quand on lit votre livre, c'est qu'il y a aucun autre personnage politique que vous citez autant, avec une certaine, je dirais même peut-être pas admiration, mais avec un respect
de justement sa façon de faire qui est peut-être assez proche de la vôtre, c'est-à-dire pragmatique, analytique et pragmatique. Elle sait analyser, elle est physicienne, on le sait, elle dit elle-même qu'elle a une façon d'approcher les problèmes en les déconstruisant dans leurs éléments, et puis après elle les reconstruit, donc c'est quelque chose de très analytique, très systématique, et en même temps, elle a le recul, l'expérience de tant d'années de crise et de gestion à tous les niveaux. Il y a les hommes, il y a l'événement, il y a les institutions. Une crise, on enlève Madame Merkel et on met un autre personnage. Ce n'est pas un Armin Laschet fraîchement élu, une pandémie qui vient 2 ans après, ou vision d'horreur pour beaucoup de gens, Annalena Baerbock, la première chancelière verte qui serait là. Est-ce que ça change du tout au tout? Autrement dit, les hommes et les femmes politiques, est-ce qu'ils sont un des vecteurs prédominants pour résoudre les crises? Est-ce que ça tient vraiment à quelques personnes, d'après votre expérience? Oui. Les personnalités sont importantes. Les hommes et les femmes au pouvoir, ça compte. C'est pour ça que c'est important aussi les élections. Parfois, ça se joue à quelques voix. Bon, on a vu les élections américaines entre Biden et Trump. Là, c'est évident que ça change beaucoup de choses. Peut-être nos systèmes politiques sont un peu plus consensuels, mais les grands moments historiques comme ça, c'est pour ça que c'est fascinant et c'est pour ça qu'on peut continuer à en parler et les analyser. C'est toujours une interaction entre des forces, disons, lentes, invisibles, souterraines, économiques, géopolitiques, etc. Des moments de chance, des événements imprévus comme ça, et des personnes qui agissent. Et des rencontres entre personnes, parce que le couple franco-allemand reste quand même un des moteurs importants, peut-être encore plus maintenant une fois que la Grande-Bretagne n'y est plus, mais il y a des couples qui ne marchent pas. Sarkozy-Merkel, ça ne marchait pas aussi bien que Merkel-Macron. Non, il y a ça. Et puis, Macron, il faut dire, il a dû attendre longtemps qu'elle bouge, hein, dès son arrivée au pouvoir, Macron, pour qui j'ai aussi une sympathie intellectuelle, il a prononcé des grands discours, notamment à la Sorbonne. Il y avait des projets européens qu'il voulait faire avec l'Allemagne, avec Merkel. Et à chaque fois, elle trouvait des excuses, souvent de politique intérieure, parce que le parti de coalition, la cour à Karlsruhe, je ne sais pas quoi. Et notamment sur le grand sujet de prédilection des Français, renforcer la monnaie commune, l'euro, elle tenait les lignes, Merkel. Et c'est quand même un facteur important que je décris aussi, que Macron, il a vraiment insisté. Et donc c'est vraiment cette interaction de la réalisation de la chancelière allemande qu'elle doit faire quelque chose, mais il y a aussi cet appel de la France, appel historique, appel de l'histoire presque, de ce que j'appelle mariage de raison entre la France et l'Allemagne, appel auquel elle donne une suite. Et je pense que moi, je peux dire 3 phrases sur les Pays-Bas. Hein. Eux, ils ne comprennent pas ça. Hein. Ils ont été sidérés du mouvement de Merkel dans cette situation, puisque pour les Pays-Bas, pour le gouvernement à La Haye, c'était le même type de crise qu'il y a 10 ans que la crise financière. Fondamentalement, rien n'avait changé. Et pourquoi devrait-on, cette fois, bouger les lignes? Et à La Haye, donc, ils ne comprennent pas l'importance de l'histoire et de cette relation franco-allemande qu'ici à Luxembourg et qu'aussi les Belges où je vis à Bruxelles,
comprennent beaucoup plus viscéralement presque son importance. Et donc, pour comprendre comment les choses se mettent ensemble, les grandes décisions, il y a vraiment tous ces éléments qu'il faut voir ensemble. L'appel de l'histoire, mais aussi, comme je disais, les opinions publiques, la réaction du public, le risque de ressentiment, de frustration qui monte. Et donc, c'est un métier très compliqué. Oui, mais vous parlez de l'opinion publique, de risque, de frustration. Et vous parlez beaucoup aussi de narratif dans votre livre. Malheureusement, s'il y a un narratif négatif qui est très souvent utilisé non seulement par l'opinion publique, mais surtout aussi par les politiciens, c'est la faute à l'Europe. L'Europe a toujours une image bien plus mauvaise que celle que vous décrivez, beaucoup moins indulgente aussi avec les gestions de crise. Malheureusement, très souvent aussi, même les difficultés du début sont plus facilement retenues, notamment dans la pandémie. Les problèmes avec les masques, les problèmes avec les vaccins restent plus facilement dans la mémoire que le fait d'avoir quand même rectifié le tir par après et qu'il y a eu des commandes de vaccins et que finalement on s'y est mis. Est-ce que ça, ce n'est quand même pas aussi un danger, une grande graine pour l'Europe ? Pour moi, ça fait partie de presque tout système politique que ça râle entre les différents niveaux de gouvernement. Donc, gangrène, je trouve, je sais bien qu'on est en train de parler de maladie, etc., mais un terme un peu fort. Oui, mais je sais pourquoi je veux y venir, parce que ça peut avoir des répercussions. Quand on regarde ce qui se passe en Italie, notamment, avec tout ce qu'ils ont subi. Quand on voit la situation politique en France, oui, pour l'instant, il y a un président pro-européen, mais bientôt il y aura des élections. Et ce n'est pas une dystopie politique de dire, voilà, jamais la France ne va virer. La France peut tomber dans les mains d'une présidente du Rassemblement national. L'Italie, quand on voit purement la répartition des forces, est déjà un pays avec un électorat fasciste. L'Autriche, M. Kurz s'apprête à jouer les mini-urbaines et on ne fait rien. Donc l'état général, quand on prend à nouveau la métaphore de la maladie, le patient ne se porte pas si bien que ça. Hein. Il y a d'autres virus qui entrent et je ne sais pas s'il y a un vaccin. Oui. Là, vous mettez beaucoup de problèmes et beaucoup de maladies à la table, dont l'avenir de la démocratie en Europe. Mais la question, c'est est-ce que vous croyez quand même à cette résilience ? Parce que ce qui parcourt vos livres, c'est la croyance en cette résilience, en cette résurgence après chaque crise de l'Europe. Et là, je vous parle de certains problèmes, pas pour les analyser un à un, parce qu'on ne fait pas une soirée Arte ouverte, mais quand même pour voir s'il n'y a pas quand même certaines craintes ou certains problèmes qui pourraient mener à un effondrement de l'Europe, de l'Union comme on la connaît maintenant. Il y a des problèmes de discours que je vois comme vous, mais où je suis peut-être moins pessimiste. Hein. Je ne pense pas que le seul discours, c'est la faute à l'Europe, puisse faire tomber l'Union européenne. Il a fait sortir les Britanniques, entre autres. Hein. Oui, mais ça, c'est un cas typique. Non, mais où ça sur 40-50 ans, et où cette absence de récit a eu en effet des effets. Donc il y a l'importance du récit, mais aussi l'importance des décisions qui sont prises, et où certains appels de la part de l'électorat sont aussi entendus. Suite au Brexit, je trouve que l'Union européenne a aussi, c'était un choc aussi, c'était un autre choc que personne n'avait vu venir, ou quasi,
choc salutaire aussi, où les politiques ont changé au sens de type de décision, et que les responsables politiques ont entendu ce message des électeurs britanniques disant bon, l'Union européenne doit aussi protéger les citoyens. C'est un peu le mot-clé qui circulait déjà, mais qui est beaucoup plus fort depuis, c'est-à-dire le résultat du référendum britannique, c'était beaucoup que l'Europe était perçue comme risque et pas uniquement comme opportunité. Mais ce n'est pas uniquement une affaire de discours, j'insiste quand même là-dessus, c'est aussi que historiquement, l'Union européenne arrive avant tout, c'est ça, sa grande spécialité, à créer des opportunités, à ouvrir un espace, à abattre des frontières. Et c'est apprécié par beaucoup de monde, et notamment par les luxembourgeois, bien sûr. Mais pour d'autres, il y a des pour et des contre. Et puisque ça veut aussi dire, ouvrir un espace économique, c'est plus de chances pour les entreprises, mais c'est aussi plus de compétition, par exemple, ou des risques pour l'emploi, pour prendre cet exemple-là. Et depuis lors, je trouve que c'est un petit peu plus rectifié. Il ne faut pas que les politiques de l'Union européenne bénéficient uniquement à ceux qui soutiennent l'Union européenne, et qui croient au projet, ou qui les 50 ou 30% des électeurs qui votent pour Macron. Il faut que les politiques de l'Union européenne, en principe, bénéficient à une grande majorité de la population. Bien sûr, on ne va jamais convaincre tout le monde. Et donc, il faut vraiment travailler sur les deux plans, discours et aussi les décisions. Mais justement, les décisions en temps de crise doivent être prises d'une façon différente qu'en temps normal. Alors on commence à se poser la question, c'est quoi le temps normal, tellement les crises sont successives. On a eu vraiment l'impression que l'Union est passée de crise en crise et qu'elle fonctionne dans un mode de crise. Ce qui peut sembler pour certains commentateurs une faiblesse, c'est qu'elle n'a pas le recul, qu'elle n'a pas le temps, alors que votre thèse, d'ailleurs une des thèses centrales de votre livre, c'est le contraire, c'est de dire on apprend par ces crises, c'est non seulement ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais ça nous rend plus intelligents et mieux armés pour la prochaine crise. Est-ce que vous pouvez expliquer votre concept de passer de la politique de règles à la politique de l'événement? Oui, ça c'est un peu une évolution de fond de l'Union européenne en tant qu'institution, qui a été construite pour construire ce marché, le grand marché continental. Et ça, c'est un métier spécifique, créer un marché, ça veut dire vraiment faire des règles où on peut prendre le temps, ça c'est essentiel, où on peut négocier longuement entre pays, entre différents groupes professionnels, au besoin, etc. Ça peut durer jusqu'à 5-7 ans entre la Commission qui propose quelque chose, les ambassadeurs, le Parlement européen, et le temps que ça entre dans le journal officiel. Et ensuite, on est dans une temporalité longue, vous le sentez. Dans une crise, ou dans certaines crises, des moments vraiment de grand danger que l'Union européenne a vécu, il y avait du style 72 heures pour réagir. Il y avait vraiment 2-3 jours en mai 2019, quand la Grèce était au bord de la faillite, pour trouver 750 milliards d'euros. Donc là, ce n'était pas une affaire de livre blanc, livre vert de la Commission, mais il fallait rassembler de l'argent des contribuables, des coups de téléphonade entre chefs d'État ou de gouvernement, la Banque centrale qui agit, etc. Donc c'est vraiment un changement de registre. Et j'appelle ça politique de l'événement pour dire, voilà, il faut d'ailleurs les deux. Ce n'est pas que je veux remplacer l'une par l'autre, mais il faut de la politique de la règle, parce que l'Union européenne reste un marché qui doit être patiemment construit de jour en jour, mais par les temps qui courent, puisque nous avons fait des projets ensemble comme une monnaie
et des frontières et que nous avons des voisins de plus en plus assertifs, on va dire pour l'instant, il faut aussi être capable de réagir à des situations imprévues, à du danger. Et ça demande d'autres qualités politiques et donc aussi d'autres... vous avez mentionné Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas un homme politique qui s'amuse à passionnément discuter sur la TVA pour les jouets. Mais ça, c'est un homme politique qui excelle en politique de l'événement. Donc il faut avoir les deux. Oui, mais le danger avec un politicien comme Nicolas Sarkozy, c'est qu'il s'habitue au pouvoir. On a vu aussi certaines frictions du temps de sa présidence, avec pas toujours l'idée de la séparation des pouvoirs tellement respectée. Et on a vu aussi les gouvernements nationaux maintenant devoir fonctionner dans l'urgence. Il y a eu des états d'urgence qui ont été décrétés. Et au début, tout le monde l'a accepté parce qu'on a compris que c'était une véritable urgence et qu'il fallait faire vite. Et que voilà. Le seul problème, c'est qu'une fois que c'est décrété, on s'habitue à ça. On s'habitue à fonctionner de façon libre, sans trop de contrôle parlementaire. Et est-ce qu'il n'y a pas un danger là-dedans, aussi un danger que l'équilibre institutionnel qui est quand même fragile en Europe, si on met trop l'accent sur l'événement, sur le vite, évidemment, le grand avantage est d'être plus agile, plus flexible. En économie, on n'arrête pas de nous parler d'agilité, que c'est vraiment la qualité première, mais il n'y a pas là aussi un danger de manque de contrôle et qui s'habitue trop, quoi. Non, mais je crois que vous décrivez très bien la tension intrinsèque qui existe et qui est incontournable dans la vie politique. Donc, ça dépend à chaque fois de la situation. Mais il faut donc éviter les deux extrêmes. Si on a un système qui est vraiment comme un corset et qui peut réagir à aucune situation d'exception, c'est irresponsable. On se condamne à ne rien faire quand la maison s'effondre. Au moment de la crise de l'euro, en principe, c'était interdit d'arrêter le feu. C'était le traité qui disait ça. Donc, si on laisse brûler la maison, on peut dire, voilà, on a le traité, il est sacré, mais alors, il n'y a plus d'euros. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais vous avez raison, il peut y avoir l'excès inverse, qui est de dire, voilà, l'exception... que l'exception devienne la règle. Oui, que l'exception devienne la règle, j'allais dire, mais je ne trouve pas l'exception en allemand, mais en néerlandais, on dit « Noodbreekt wet ». Je pense qu'en allemand, il y a quelque chose pareil. Donc, l'urgence trompe la loi. Si on dit ça toutes les 3 minutes, ce n'est pas très convaincant non plus. Et c'est vrai que la culture... c'est intéressant de parler à Luxembourg, parce que vous connaissez la culture allemande et française, et évidemment, en France, on a beaucoup plus envie de toujours dire, voilà, une situation exceptionnelle. Comme ça, depuis 40 ans, il n'y a pas d'équilibre budgétaire, parce qu'il y a toujours des exceptions à faire. Donc, mais heureusement, il y a des contrôles, y inclus par l'électorat, qui a puni le président Sarkozy aussi en ne pas procédant à sa réélection en 2012. Donc il y a quand même, et il faut bien sûr faire attention, mais il y a des contre-pouvoirs, pouvoirs d'opposition que je trouve très importants aussi, qu'il faut sauvegarder. Donc éviter les extrêmes, mais penser que tout va très bien se passer, si on fait simplement confiance à la politique bureaucratique, parce qu'au fond, c'est ça de la règle, alors on est mal équipé pour le monde d'aujourd'hui. On a très bien vu dans cette pandémie, vous parlez de la France et de l'Allemagne, une fois c'est un pays centraliste, une fois c'est un pays fédéral. L'Allemagne, beaucoup étaient étonnés de dire les Allemands, ils sont tellement bien organisés, ils savent tout faire. Et puis on s'est rendu compte que c'était quand même, pardon du mot, le bordel par beaucoup de moments, parce que chacun a fait un peu ce qu'il pensait, et que c'était assez chaotique.
En même temps, avec leur système, il y avait beaucoup de garde-fous, notamment pour les libertés individuelles. La justice a un rôle beaucoup plus grand et il y a eu ces garde-fous aussi pour les citoyens qui pouvaient dire mais non, tous les couvre-feux ne sont pas permis, toutes les restrictions ne sont pas permises. Donc c'est là, avec cet exemple, qu'on voit que ce qu'il faudrait, c'est un mélange entre les deux. Pas évident à trouver. Non, mais c'est intéressant que, voilà, là, il y a juste 2 pays voisins que vous connaissez bien, les 2 plus grands pays européens, avec une différence de culture politique énorme. Une approche française, ça aurait été inacceptable en Allemagne, et peut-être vice-versa aussi. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les Allemands élisent Merkel et les Français Sarkozy et Macron. Donc, les cultures politiques produisent aussi les dirigeants qui correspondent plus ou moins aux qualités qu'on demande. Ouais. Ce qu'il y a dans toutes les crises, c'est le réflexe nationaliste. Hein. On pense d'abord à soi, on pense, pour un politicien, c'est normal, on dit je dois d'abord protéger les miens, protéger mes citoyens, mes électeurs. C'était aussi le réflexe ici de fermer les frontières quelque part. Évidemment, c'est différent si on ferme les frontières par rapport à des migrants qui sinon vont se noyer, ou que si on ferme les frontières pour essayer d'endiguer un virus. C'est pas la même logique. Mais on aurait pu peut-être, au lieu de penser purement en frontières nationales, en frontières politiques, on aurait pu prendre des frontières du virus, comme les cartes nationales, de dire on fonctionne par cluster, et avoir une pensée beaucoup plus européenne. D'une façon virologique, ça aurait fait sens. Mais là, on est loin d'y être. Oui, je comprends votre déception. Là, c'est plus une réflexion et une suggestion, peut-être que ça non, viendra. mais c'est tout à fait juste. On a pu faire la remarque. Mais il y avait aussi, j'ai trouvé... Disons, un petit pays comme Luxembourg, oui, c'est pas évident. Si Schengen tombe, et on a la menace à Luxembourg, concrètement, on avait la menace sans des accords bilatéraux. On aurait eu un drame dans les hôpitaux parce que tous les jours, il y a quand même 200 000 frontaliers qui rentrent et qui sortent. Si on ne les laisse plus rentrer et plus sortir, on a un sacré problème. Mais à cet égard, vous êtes un pays unique en Europe. Donc les autres n'avaient pas, la plupart des autres en tout cas, n'avaient pas ce problème-là. Si vous êtes en Finlande, on ferme les frontières. Bon, on ferme les frontières. Je crois qu'il y a relativement peu de Finlandais qui traversent la frontière tous les jours. Donc ça dépend vraiment des situations. Et on a essayé quand même, et la Commission a été très active aussi, de trouver des moyens de résoudre ces grands problèmes frontaliers. Et on a trouvé des exceptions aussi pour les produits médicaux, etc. Mais moi, j'ai aussi vu qu'il y avait certaines voix qui ont pour moi un petit peu exagéré, parce que la fermeture des frontières, ce n'est pas la fin du monde non plus. Hein. Mais là, j'ai ressenti ce qui arrive souvent quand les choses vont mal en Europe, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire que les choses vont mal, mais il y a tout de suite une surenchère de dire c'est la fin de l'Europe, c'est la fin de Schengen, c'est la fin de l'euro. Hein. Parfois, c'est des économistes américains qui prédisent ça, mais lors de la pandémie, c'était un peu la même chose. Et je comprends que la fermeture de frontières, qui sont peut-être l'un des acquis pratiques et symboliques les plus importants, ça a beaucoup pesé. Mais en même temps, quand on regarde avec un peu plus distance, la pandémie, avec les confinements généralisés, il y avait des pays entiers, l'Italie, l'Espagne, où les gens n'avaient pas, où l'Italie n'avait pas le droit de sortir de leur maison. Hein. En France, je crois qu'il y avait un périmètre de 1 km autour de son domicile. Alors, par rapport à ça, fermeture de frontières, ce n'est pas du même ordre. Même pour un pays comme le Luxembourg, le périmètre est plus grand. Hein.
peut-être une des raisons d'une certaine méfiance des citoyens, c'est aussi la difficulté de comprendre les mécanismes décisionnels. Problème de manque de transparence. C'est pas toujours évident. On voit ces conseils, ils disparaissent, ça dure des heures, on a l'impression que c'est à l'usure, et puis on sait que ils vont se retrouver dans les couloirs. C'est un peu cette sensation de il n'y a que des deals. Et ce qui n'était pas possible d'ailleurs maintenant avec les visions, si on fait ça en Zoom. Avec la diplomatie du Zoom. Oui. Voilà, ça c'est plus difficile. Mais ce manque de transparence, est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il faut juste l'expliquer autrement? Et peut-être de façon un peu plus pédagogique, un Juncker qui a dit quand ça devient sérieux, il faut mentir. Oui, je pense que c'est peut-être sa phrase qu'il regrette le plus, j'espère en tout cas. Ouais. Mais elle remonte cette phrase. Mais pour moi, dans la transparence, il y a deux choses. Il y a transparence des lieux de décision. Ça, je ne suis pas un grand fan. Le secret, pour le dire très fermement, le secret a aussi ses avantages. C'est-à-dire, il faut que les gens puissent se réunir à huis clos pour trouver des accords, pour qu'une confiance puisse se construire. Et ça, on ne fait jamais à la place publique, depuis toujours. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'une fois la décision est prise, voilà, qu'on parle au public, que les décisions soient assumées, incarnées, expliquées aussi, comme vous dites, qu'on laisse aussi d'ailleurs la place au débat, parce que c'est pas un diktat. C'est pas un diktat ou c'est pas une vérité théologique qu'on prononce, mais c'est une décision politique. Ça, c'est important. Mais pour moi, et j'insiste beaucoup sur la métaphore du théâtre. Voilà, ici, nous sommes sur le podium et on a un petit peu pu discuter en coulisses. Et bon, on ne se connaît pas, donc c'est presque la même chose pour nous. Mais il peut y avoir aussi des différences entre les coulisses qu'on fait, le podium, les réactions du public, etc. La vie politique, c'est le podium, c'est ce qui est visible. Et après, bon, vous êtes journaliste, vous adorez aussi savoir ce qui se passe en coulisses. Et parfois, c'est important. Mais s'il n'y a plus de coulisses, si toutes les fenêtres sont ouvertes, c'est très dangereux pour la vie démocratique pour moi. Je suis prêt à aller jusque-là. La transparence totale, c'est la terreur. Et donc, sur ce point-là, transparence, oui, sur le podium, assumer, incarner les décisions. Et puis pour l'autre point, c'est est-ce que on ne peut pas en parler de façon plus simple? Oui, sans doute. De façon beaucoup... La communication bruxelloise est quand même souvent très technique. Les communiqués de presse de la Commission européenne sont toujours sur les processus. Donc ça, c'est vraiment dommage, c'est des chances ratées. Et moi, ce que j'essaie de faire avec d'autres, mais c'est pour ça que j'aime écrire, c'est d'ouvrir un peu les fenêtres et de montrer que la politique européenne, c'est pas uniquement Bruxelles, c'est pas uniquement des décisions techniques, mais c'est l'histoire, c'est un espace que nous partageons, c'est des hommes et des femmes qui incarnent ou qui devraient incarner, c'est le public qui ressent et dont l'expérience change. Et comme ça, on a, j'espère, une autre perception de la vie politique commune. Ouais. Vous avez parlé de théâtre, de symboles, on a parlé de phrases. Il y a des phrases malheureuses, mais il y a aussi des phrases clés, des phrases importantes qui peuvent faire tourner une crise du bon côté. Mario Draghi a une de ces phrases, « Whatever it costs », voilà, on y va, on est prêt à ouvrir les vannes monétaires.
Il y a des moments comme ça où c'est important de dire peu, mais de dire juste ce qu'il faut, et c'est ça qui résout. Oui, absolument. Et c'est un excellent exemple que vous mentionnez, parce que Draghi, quand il a dit à Londres en 2012, hein, « whatever it takes », c'était président de la Banque centrale. C'est une phrase très politique. En même temps, en tant que fonctionnaire, il a introduit cette phrase avec la formule habituelle à Francfort, within our mandate. Donc c'était vraiment presque le fonctionnaire. Mais il a continué, et là ça devient vraiment intéressant, Caroline, il a continué, il a dit « And believe me, it will be enough ». Et donc là, il a mobilisé ça, c'était le théâtre, sa personnalité. Quand je disais tout à l'heure, il faut assumer, il faut incarner les décisions. Il a incarné la décision. Et donc, il a joué sur son autorité personnelle que les marchés avaient pour lui, qu'il avait acquis avec son expérience, etc. Donc, c'était vraiment un moment clé, puisqu'il y avait ces trois éléments. Ouais, c'est super pour moi, ça. On peut aussi parfois rater, parce qu'il n'y a pas que les mots, il y a aussi les images qui peuvent rester, une image récente. La rencontre de Michel et von der Leyen. Asseyez-vous, voilà. C'est ça, c'est ça. Chez Erdogan, donc le fameux canapé gate. C'est quand même, si on veut tout rater, on a tout raté en quelques secondes. Comment est-ce possible, vous qui connaissez, est-ce que c'est une erreur grossière juste Louis Michel? C'est quoi? Voilà, comment est-ce possible? Mais je pense, vous avez raison, ils sous-estiment encore la force de l'image. La mécanique bruxelloise apprend depuis 5-10 ans, et je trouve qu'il y a déjà beaucoup plus que quand moi j'y étais, et c'est récemment, hein, d'accent sur l'image, mais sous-estime toujours. Peut-être qu'il faut juste expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui qui ne savent peut-être tout le monde n'a pas suivi, ouais. Mais donc c'était une visite officielle à Ankara des deux présidents de l'Union européenne, président de la Commission, Ursula von der Leyen, et Charles Michel, président du Conseil européen. Et alors, pour une première... J'ai fait un beau lapsus, j'ai dit Louis Michel. Non, oui, c'est le fils, mais je n'allais pas vous corriger. Et donc, pour la première rencontre, c'était une tête-à-tête, mais alors avec deux têtes, d'un côté, une tête d'autre côté. Et la mise en scène, c'était deux chaises un peu comme nous ici, Caroline et moi-même, pour les chefs de délégation, et puis des sofas, comme ça, sur le côté. Et donc, les deux hommes arrivent en premier, Erdogan s'assied, parce que c'est chez lui, hein, il est le hôte, et Charles Michel se met dans l'autre siège, et il ne voit pas tout de suite le problème qu'il n'y a pas de siège pour Ursula von der Leyen. Bon, et elle a... Ça fait le tour des médias sociaux, évidemment, où ils avaient monté un clip, disons, marrant et pénible en même temps, mais où on entendait un de sa part. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, ça, c'était une grave erreur politique de laisser... Surtout en Turquie. En Turquie, où le sujet des droits des femmes était notamment à l'ordre du jour. Et là, on voit que l'Union européenne était une organisation spécifique. Si vous avez deux présidents, c'est très simple. Hein, il faut avoir un triangle. Hein, vous mettez 3 chaises, par exemple. Et pas créer la perception comme si la présidente de la Commission serait comme un ministre ou voire une collaboratrice du président du Conseil européen. Et c'est vrai que la dimension homme-femme
a aggravé le problème. Et Charles Michel a fait valoir que dans l'ordre protocolaire, c'était bien lui le premier, mais ça, c'était un petit peu ridicule, même si, encore une fois, juridiquement, c'est peut-être vrai, mais ils jouent dans la même ligue, hein, on est entre présidents, donc on ne va pas mettre un sur le podium et l'autre en bas. Hein. Ouais. L'autre, quand on parle de droits de l'homme, on va à l'extérieur et on va en Russie, on va en Chine, ça fait partie des premières phrases introductives, et puis après on parlera d'autres choses, on parlera d'économie et de contrats, mais pour l'Union, c'est pas si évident de parler des droits de l'homme. Avec ce qu'on a en interne, on en a parlé déjà un peu. La question, c'est où est la ligne rouge chez nous? Où est la ligne rouge par rapport à un Orban? On en parle tellement longtemps. Comment lui parler? Bon, nous, on a un ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie, pas très diplomate pour ça, très aimé par la presse internationale, qui dit les choses très très clairement. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut parler, ou est-ce que c'est seulement un représentant d'un petit pays qui peut se le permettre? Mais où est-ce qu'on dit stop, puisque apparemment le levier ni financier ni politique ne fonctionne? Où est-ce qu'Orban va s'arrêter? Ni juridique. Ouais. C'est très difficile. Là, je vais être franc, j'ai pas de... c'est pas un scoop, mais moi, j'ai pas de solution non plus. Mais je constate que... et je vais encore une fois parler de l'Allemagne, que Berlin ne veut pas risquer l'unité européenne sur ce point, ne veut pas expulser la Hongrie, parce qu'à la fin, ça reviendrait à ça, et ça nuit évidemment à notre crédibilité. Ouais. Et vous ça l'encourage, ça fait des émules, comme en Autriche. On voit que puisque ça passe, on peut le faire. Je pensais plutôt... je pensais plutôt à Pologne, oui, mais à la Slovénie, c'est l'émule la plus récente qui m'inquiète aussi. Ouais. L'Autriche, je pense qu'on n'est pas encore à la même... S'attaquer à la presse, s'attaquer à la justice, même dans un pays comme dans l'Autriche, ils sont en train de le faire. Ce n'est qu'au début. Mais c'est des réflexes qu'on prend. Une fois qu'on voit que ça passe et qu'il n'y a pas de sanctions, pourquoi arrêter? Qu'est-ce qui peut les faire arrêter? Il y a des leviers financiers qui ne sont pas utilisés. Pour moi, on devrait faire jouer ça, parce qu'on a maintenant des leviers financiers au niveau européen, où, en principe, des aides européennes pourraient être conditionnelles au respect pour l'état de droit. Pardon. Bon, ça prendra du temps, mais c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Mais pour l'instant, on ne discute pas du tout du levier des rapports bilatéraux entre pays. Hein. L'investissement allemand en Hongrie, ou l'investissement néerlandais, français, luxembourgeois, que sais-je, en Hongrie. Donc, c'est comme si on voulait faire jouer uniquement l'argent de l'UE en tant que tel pour punir. Mais il y a aussi, on est tous membres du même club, on a aussi des relations économiques bilatérales où il y a des moyens de pression. Mais côté allemand, l'Allemagne est partagée là-dessus. Dans son cœur, je dirais, et pas sur l'échiquier politique, mais dans son cœur. Parce que d'une part, c'est le pays qui est aussi très attaché aux droits de l'homme, aux valeurs fondamentales suite à son passé. Mais d'autre part, autre élément, disons presque du raison d'État allemand, c'est qu'il ne faut plus jamais avoir un partage Est-Ouest en Europe. Hein, clivage qui a été le clivage de l'Allemagne elle-même pendant toute la guerre froide, pendant 40 ans. Et donc l'Allemagne ne peut pas se permettre d'avoir la Pologne avant tout, voisin allemand,
la Hongrie est un pays plus petit, bien sûr, mais en dehors de l'Union européenne pour des raisons stratégiques et géopolitiques. Donc, comme souvent dans ces sujets, il y en a beaucoup d'autres dans les années à venir. Ça, je veux bien prédire. On aura des dilemmes de plus en plus cruels entre nos valeurs auxquelles on tient le plus, dont les valeurs que vous venez de citer, et d'autres intérêts sécuritaires, économiques, etc. Je vois que ça vous rend malheureuse, j'en suis désolé, mais ce sera comme ça, parce que si nous voulons uniquement une Europe qui mise tout sur ses valeurs, comme on a fait longtemps, et comme on a eu le privilège historique de pouvoir le faire. Donc c'est un luxe qu'on ne peut plus se payer à 27 et dans le monde qu'on a pour l'instant, c'est ce que vous dites ? Par rapport au monde. Voilà, je ne dis pas par rapport au 27, par rapport au monde. On n'a pas encore parlé de la Chine, on pourra le faire après. Mais c'est le monde qui change, les rapports de force dans le monde. Ouais. Quand nous parlons droits de l'homme, quand l'Europe prend des sanctions contre des régimes qu'on n'apprécie pas, avant c'était contre le Soudan du Sud ou la Corée du Nord, et très bien, on prend des sanctions, ça n'a aucun effet. Il y a quelques mois, on a pris des sanctions contre les Chinois à cause des droits de l'homme, les Ouïghours, situation très inquiétante. Et alors, en disant les 3-4 heures, les Chinois nous ont donné une claque, ils ont répondu avec, disons, une riposte très ferme. Ils ont mis des politiciens, des hommes et des femmes politiques, dont des députés européens d'ailleurs, sur une liste noire, presque en menaçant aussi leurs entourages de ne pas venir en Chine. Et là, c'est beaucoup moins... Là, on ne rigole plus, si je peux parler ainsi. Donc c'est un rapport de force qu'on ne peut pas gagner. Rapport de force qui s'installe, donc par rapport à la sécurité, mais aussi par rapport à l'économie. Et c'est-à-dire, c'est juste qu'il faut être franc là-dessus. On peut tenir toutes nos valeurs, les défendre, mais il faudrait bien définir les lignes rouges, un mot que vous avez à juste titre exprimé, mais il faut aussi dire ouvertement au public que ce n'est plus gratis, soit en termes d'emploi, parce que si on ne va plus faire du commerce avec la Chine, on peut. Mais ça a un prix. Ça a un prix élevé. Et c'est pas comme ne plus exporter des poires en Russie, comme on a fait après l'invasion de la Crimée. C'est autre chose. Donc, voilà, parfois je doute si on est prêt, si nous autres, le public européen est prêt à ça, parce que j'ai employé le mot privilège, c'est quand même depuis 1945, en Europe de l'Ouest en tout cas, privilège de la paix, protection américaine, une économie qui prospère, et en arrivant à Luxembourg... protection des Américains, je pense que là aussi on a perdu notre innocence. Mais pour parler de la Chine, dans votre dernier chapitre, vous parlez beaucoup de la géopolitique et de la Chine, qui est un acteur qui était longtemps sous-estimé. Maintenant, pour faire le lien avec la pandémie, pendant la pandémie, tout d'un coup, il y a eu une fascination pour dire mais les Chinois, les Asiatiques sont capables de gérer tout ça, cette pandémie. C'est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'eux, ils savent le faire et pas nous ? Parce que nous, on n'est pas prêt à payer ce prix-là. Ça, c'est une chose. Mais quand vous décrivez la Chine, vous dites leur force, c'est le centralisme, c'est pouvoir penser à long terme, voire à très très long terme. Là, on parle de décennies, voire de siècles. Et une approche intégrale, il combine les ambitions économiques et stratégiques. C'est exactement ce que vous venez de dire. Bon, le centralisme à ce point, je ne pense pas que quelqu'un sera si vite près
de lâcher et de dire on va dans cette direction. Non, c'est ce que je dis aussi. Et j'ajoute qu'il ne faut pas pleurer parce que notre liberté, c'est aussi notre force. Donc voilà. Sur ce point-là, on est bien d'accord, Caroline, on ne va pas rivaliser avec la Chine. Ouais. Mais pensez à long terme, voire à très long terme. Ça aussi, vous pouvez le faire si vous contrôlez non seulement le parti, mais en fait, vous contrôlez tout. Et c'est ce qu'il fait, il contrôle tout. Alors que l'Union, elle est à 27. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un conseil, pas un sommet où il n'y a pas quelque part des élections, des enjeux nationaux où ils sont poussés, où il y a la logique nationale qui vient en cours. C'est des élections maximum tous les 5 ans, donc il faut se justifier devant les électeurs. Donc c'est une machine en campagne électorale permanente. On voit ça très bien aux États-Unis aussi, où finalement maintenant il leur reste 2 ans pour faire un tout petit peu avant les midterms. Et ça peut changer radicalement avec un président, ça on l'a vu aussi. Donc comment penser le long terme? Comment être un politicien de stratégie à long terme avec la menace d'élections court terme qui vous pend au nez tout le temps? Voilà, je pense qu'il ne faut pas forcément uniquement regarder la Chine, mais aussi les États-Unis. Hein, parce qu'il y a quand même des grands défis économiques que les Américains ont entrepris plus vite que nous. C'est eux qui sont en train de gagner la course, qui ont gagné depuis 20 ans, la course technologique. Et si on ne fait pas attention, il faut même gagner la course, les Chinois ici ont mis aussi, la course écologique. Malgré, donc, encore une fois, le fait d'avoir un rythme accéléré des élections aux États-Unis. Mais pour moi, quand je dis se placer dans le temps long, ce n'est pas uniquement par rapport aux décisions concrètes, mais c'est aussi la façon dont on se place dans le temps. Et ça, il y a 2 directions, vers l'avenir, mais aussi en regardant ou en sentant le passé. Un président américain, quand il prend la parole, il dit « We Americans ». Il y a bon, c'est un pays jeune, on peut rigoler, mais quand même 4 siècles derrière eux, une constitution qui marche bien depuis 2 siècles et demi. Et quand lui il dit « nous les Américains », il y a toute une histoire, constitution, comme je disais, guerre civile, nous sommes venus sauver le vieux continent en 1917, en 1940. Tout ça, il incarne. Et les dirigeants européens, UE en tout cas, quand ils disent Europe, trop souvent, je trouve, ils oublient l'histoire, où ils font comme si l'Europe était née le 9 mai 1950 au Quai d'Orsay dans le discours d'un ministre français qui a eu la première idée. Et ils oublient l'histoire qui est derrière nous aussi. Notre culture commune, on peut discuter très longtemps sur la diversité, etc., mais il y a aussi quelque chose que imperceptiblement nous partageons en tant qu'Européens. Il y a un espace en tant qu'Européens. Et si on ne fait même pas d'effort de se placer dans ce temps long, ça devient aussi impossible de se projeter dans le futur, dans l'avenir. Et c'est simplement ça que je demanderais. Mais pour finir, avant d'ouvrir au public, le narratif est très important. Vous parlez, il y a des narratifs différents pour les symboles de force et tout ça. Il n'y a qu'à regarder Congrès du peuple, c'est impressionnant. Les Américains, ils ont une autre machine. Vous parlez aussi de Hollywood qui est associé. C'est un narratif qui nous paraît en tant qu'Européens parfois très pathétique, mais qui fonctionne. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme narratif ? Quel serait le narratif que vous proposeriez, qui serait un narratif qui pourrait aussi enthousiasmer les jeunes, de se dire, voilà, oui, je me sens européen, j'y crois dans ce projet? Oui, je pense que nous avons, en tant qu'Européens, des choses dont nous pouvons être fiers.
notre mode de vie en tant qu'Européens, qui n'est pas la même que l'américaine. Hein. Il y a plus d'égalité, sécurité sociale, un autre humanisme, un peu moins d'individualisme qu'aux États-Unis. Donc il y a des valeurs qui sont spécifiques à nous. Mais il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, l'idée d'une civilisation qui remonte, disons, aux Grecs et aux Romains de 2 siècles et demi, évidemment avec des hauts et des bas, peut-être des points dont nous, ou sans doute des moments aussi dont nous ne sommes pas fiers ou dont nous nous sentons coupables, comme l'histoire du colonialisme, mais que nous avons vécu aussi. C'est aussi nous. Hein, il faut aussi assumer les parts de l'ombre. Et pour ma part, je pense que cette civilisation, je ne reculerai pas devant le terme, mérite d'être protégée, pouvoir survivre au monde qui arrive. Et ce n'est pas tout à fait le discours américain qui est en effet parfois pathétique, mais en tout cas très vite très moralisateur entre le bien et le mal. Hein, qui n'est pas pour moi et contre moi. Aussi ça, mais bon, il y a la démocratie contre l'autocratie. C'est un discours qui, avec Joe Biden, qui vient de visiter notre continent très dominant et auquel nous sommes aussi très ouverts, puisque ça nous parle aussi. En même temps, trop de Star Wars, qui est pour moi le récit parfait américain, évidemment, entre le bien et le mal, sur l'espoir, en tout cas, ça ne me convainc pas. Donc, pour les Européens, je pense que la fierté de notre pluralité peut en faire partie. C'est-à-dire, voilà, nous sommes Européens aussi, puisque nous sommes Italiens et Bulgares et Belges et que sais-je. Et donc nous sommes une famille, nous sommes une union, une aventure unique. Et ça, encore une fois, ça mérite d'être rendu un petit peu plus forte et de survivre. Vous écrivez aussi plus honnête, moins hypocrite, de ne pas cacher les intérêts personnels, ce que les autres grandes puissances n'ont aucun problème à cacher, et d'assumer le rôle d'être, si on veut survivre, d'être un player à part entière. Oui. Ce qu'aussi Merkel a déjà dit en 2017, il faut qu'on prenne notre propre destin en main. Il y a du chemin. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, donc parler ouvertement, sans hypocrisie, des choix difficiles devant nous. Parce que si on ne le fait pas, voilà, soit on finira mal, soit on doit de toute façon faire les choses pour survivre de façon hypocrite, hein, sans le dire. Et ça, dans la culture médiatique que vous connaissez sans doute mieux que moi, ça nous rend très vulnérables. Et moi, je pense franchement que les opinions publiques en Europe sont sans doute beaucoup plus mûres pour ce type de message que ne pensent les politiques. Les gens sentent très bien que la Chine est en train de monter, qu'on ne peut plus tellement faire confiance aux États-Unis qu'on pouvait à l'époque de John F. Kennedy, et que même si voilà, un Roumain n'est pas un Finlandais, nous partageons quand même quelque chose à la fin du jour. Et donc là, c'est vrai que parfois je suis peut-être indulgent pour la rhétorique ambiante, mais moi je demanderais en effet un peu plus de courage politique de nos dirigeants, de mieux traduire l'expérience du monde tel qu'il est en paroles politiques.
Et voilà, j'espère que aussi dans les années à venir, de nouveaux dirigeants continueront à le faire. Un peu d'ailleurs comme Macron l'avait fait en 2017. Hein. Il a eu le courage d'avoir un discours cassant pro-européen et contre toute attente. Ça a pris puisqu'il a senti que, en tout cas, une bonne partie de l'électorat était ouvert à ça. Bon, pas revenir là-dessus, mais je veux dire, je crois qu'au fond, il avait raison, qu'il y a vraiment de l'espace pour un discours plus honnête, plus franc, moins hypocrite, aussi par rapport à l'Europe, mais ça demande aussi donc du travail, et c'est pourquoi je suis parfois aussi un petit peu critique du discours UE, plus franc par rapport aux failles de l'Union européenne et aussi de réajuster un peu l'image de soi, donc devenir plus mûr, perdre un peu cette innocence qui n'est plus très crédible pour une union qui a, depuis l'époque Werner, que nous célébrons ici, et d'autres, des décennies. Merci beaucoup. Et j'ouvre la discussion. Si vous avez des questions, la seule chose, si vous voulez bien venir vers le micro, comme ça évitera de devoir désinfecter et on vous entendra bien. Qui va se lancer? Monsieur, allez-y. Merci beaucoup, Luca Martinelli. J'ai trouvé l'exposé très intéressant et aussi j'ai apprécié la possibilité de réfléchir sur les changements de dernière année pendant la pandémie et aussi de voir des choses positives, je dirais, avec cet esprit d'optimisme, mais pas d'un optimisme aveugle ou naïf, plutôt un optimisme basé sur l'analyse. J'avais une curiosité en lisant le prospectus préparé par l'Institut. Je ne sais pas si c'est une citation. On dit, et l'UE se rend compte qu'elle doit se positionner avec confiance entre la Chine et les États-Unis. Alors, ça semblerait presque une équidistance. Je pense qu'on a parlé pas mal de la Chine et sur les États-Unis, on a un peu glissé, je pense, les deux. Et justement, je me réfère au récent scandale concernant l'espionnage des politiciens français, allemands. Je pense même Mme Merkel et je pense le président de la République ont été espionnés par l'administration Obama. On parle de 2014, en utilisant des infrastructures dans notre État membre. Donc ça aussi, c'est pas bien. Donc, est-ce qu'on peut vraiment avoir de la confiance? Et donc là, est-ce que vraiment vous seriez pour une sorte d'équidistance entre la Chine et les États-Unis? Évidemment, on a d'un côté un régime autoritaire, de l'autre côté une grande démocratie qui partage nos valeurs de civilisation occidentale. Mais c'est une grande question, je pense, pour l'Europe. Est-ce que les récents voyages de Biden à Bruxelles, America is back, ok, heureusement Trump peut-être c'est terminé, mais je pense que le doute est toujours là. Est-ce qu'on peut avoir confiance des États-Unis? Merci. Voilà, merci de votre question très pertinente qui me permet en effet de préciser un tout petit peu comment je vois ces rapports. Vous avez employé le mot-clé pour les experts, équidistance, donc que l'Union européenne serait un peu comme dans un triangle, aussi proche de la Chine que des États-Unis. Ça, comme vous, je pense que nous avons les mêmes intuitions. Quand je vous entends, je dirais non. Évidemment, on est plus proche des États-Unis sur le plan des valeurs dont nous avons
beaucoup parlé, aussi en tant que notre allié, voire notre protectrice, l'Amérique, au sein de l'OTAN. Il n'empêche, je considère qu'il est important d'avoir une position plus autonome de temps en temps par rapport aux États-Unis, pour défendre aussi nos intérêts. Donc il y a les valeurs, mais il y a aussi des intérêts. Et nos intérêts ne convergent, ou disons, divergent de plus en plus avec les intérêts américains. Intérêts économiques, intérêts géostratégiques, rapport au Moyen-Orient. Ce n'est pas la même chose ce qui se passe au Moyen-Orient si on vit en Grèce, en Chypre ou en Italie, ou si on vit en Californie. Hein. Donc nous avons un autre regard là-dessus. Et donc géopolitique, le regard géopolitique, ça inclut le géo de la Terre et de la géographie. Et donc le risque que je vois, c'est qu'on est tellement fasciné par notre entente sur les valeurs, et aussi on est séduit par le discours américain, le bien contre le mal. Hollywood, Washington et Silicon Valley, c'est des maîtres de la narration, qu'on oublie qu'on n'a pas toujours les mêmes intérêts. Et ce que font les Américains très bien, ils continuent à faire du commerce avec la Chine. Hein, parce que, d'une part, Biden, il veut créer c'était l'un des buts de sa visite cette semaine, créer une alliance internationale de démocratie contre la Chine. D'autre part, j'ai lu le mois dernier, Goldman Sachs avait encore un deal extraordinaire avec un des plus grands managers de wealth, hein, de richesse chinois. Donc et donc, il ne faudrait pas que nous, on se prive de ça, ou on se laisse priver de ça par nos amis les Américains, tandis qu'eux, ils continuent donc, il faut juste faire un petit peu attention et pas être naïf sur ce point-là. Et comme vous, je pense que nous avons compris que Trump n'était pas uniquement un accident de l'histoire, mais qui peut se répéter, cet accident. Et que Biden n'est pas en tout si loin que ça de Trump. America's back, but America's back for itself, and for its own sake, d'abord. Voilà. Pas pour nous protéger, nous. Juste encore une chose, parce que là, on parlait de Chine, on a parlé des États-Unis. La Russie, lui, vient de publier un papier, on verra s'il sera mis en musique, où il y a 3 mots-clés, riposte, contrainte et dialogue. Au début, c'était prévu de mettre d'abord le dialogue. Maintenant, on durcit un peu le ton. Il faut dire que le pauvre monsieur Borrell à Moscou, c'était pas un moment très agréable pour lui. Donc, il y a des tensions aussi envers la Russie. Comment est-ce que vous voyez le positionnement de l'Europe envers la Russie ? Oui, ça fait partie du même grand jeu, en effet. Et dans le sens que notre position par rapport à la Russie est hypothéquée par notre dépendance des États-Unis. C'est-à-dire certains États membres, et notamment ceux qui sont très proches de la frontière russe, les Pays-Bas, les Polonais, veulent à tout prix suivre les Américains sur tous ces sujets puisqu'ils ont peur de la Russie. Et ça veut dire que, et ce n'est pas pour demain ou après-demain, mais tant qu'on ne fait pas un effort plus sérieux de nous défendre nous-mêmes à moyen terme, les relations avec la Russie resteront très, très compliquées. Et je pense que c'est pas très sain. À terme, on peut spéculer, mais la Russie regarde aussi, elle est comme nous. La Russie est entre la Chine et l'Occident ou l'Europe. Et peut-être culturellement, la Russie est plus proche de nous. Hein? Sans doute, elle est plus proche de nous.
sur le plan du système politique, elle est peut-être plus proche de la Chine actuellement. En tout cas, les deux dirigeants sont plutôt proches. Mais est-ce que c'est l'intérêt à long terme de la Russie de devenir le petit colonel, je ne parle pas du territoire, mais du pouvoir de la Chine? Je ne pense pas non plus. Donc là, il faut avoir aussi un regard un peu de stratège à long terme et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire là. Et quand on parle de proximité, ne pas être aveugle et voir aussi que la Chine est très très proche de nous parce qu'elle est en train d'acheter de façon assez effrénée, au début plus discrète mais maintenant de plus en plus ouvertement, et qu'on a laissé faire, notamment ce que vous relevez aussi dans votre livre, parce qu'on avait ce diktat de ne pas trop dépenser. Ils ont pu acheter le Pirée à Athènes. Ça, ce sont quand même des erreurs à ne pas refaire. Des erreurs stratégiques qui sont maintenant reconnues, au moins, c'est un premier pas, mais c'est vrai que l'erreur a été faite. Ouais. Et la Chine achète aussi des perles de la technologie allemande, c'est arrivé aussi, ce qui a aussi été un grand choc. Bien sûr, il y a la route de la soie et tous les investissements, notamment dans les pays de l'Europe de l'Est, où la réponse côté européen, côté Paris, Berlin, Bruxelles, a été très, très modeste. On n'a pas envie de mettre de l'argent, nous. Hein. Les Chinois mettent de l'argent. Mais nous, on voudrait que les Chinois aient moins d'influence, mais on n'est pas prêt à mettre les sous. Pareil pour le Balkan, etc. Donc, encore une fois, voilà, si on veut être en mesure de protéger nos valeurs, au moins dans l'espace européen, je ne parle pas de sauver les Ouïghours, c'est encore un autre sujet, ce sera pour une autre soirée, j'espère, mais au moins dans notre espace, ouais, ça demande aussi un effort, y inclut financier, politique. Pour moi, c'est vraiment voilà, le mouvement de fond qui va beaucoup changer dans les années à venir. Et je suis d'accord avec vous sur les États-Unis, ils sont sur la même trajectoire. Hein. Trump, c'était America First. Biden, il n'a plus le même discours, mais sur le plan économique, hein, Buy American, acheter des produits américains, ça, il n'a pas changé un iota. Est-ce qu'il y a encore une question? Bonsoir. Alors, dans un de votre ouvrage, Allurums and Discourses, vous soulignez la capacité de l'Union d'avancer à travers des innovations et donc de trouver des solutions inédites à des problèmes qui sont d'actualité. Pour revenir à la pandémie, j'estimerais que l'UE a su innover, cette fois-ci encore. On a vu les Next Generation EU, l'achat centralisé des vaccins et tout dernièrement les Green Pass, qui est une sorte de document européen mais qui est émis par les États membres. Toutes ces solutions sont censées rester temporaires. Les Next Generation EU, c'est vraiment considéré comme un one-off, donc ne devra pas se répéter a priori. Les autres deux instruments sont aussi liés vraiment à la pandémie, mais pour regarder un peu l'avenir, à votre avis, quoi va rester de ces trois instruments ou de ce qu'on a pris dans la pandémie et sur lesquels bâtir l'avenir de l'UE? Merci. Oui, merci de cette question pertinente. Je suis d'accord avec vous qu'il y a de grandes innovations aussi lors de cette pandémie. Et vous avez cité peut-être les deux les plus importantes, hein, les fonds de relance pan-européens et la décision sur les vaccins. Sur les fonds de relance, est-ce que ce serait juste une fois one-off?
ou est-ce que ça va se refaire? Le débat est ouvert. En tout cas, pour avoir l'accord de tout le monde, il fallait dire que c'était une fois seulement, que c'était dans l'exception. Ça, c'était l'argument que notamment Merkel, qui aime plus la règle en tant qu'allemande que l'exception, de fait, pour convaincre le public allemand. Bien sûr, ça ne vous étonnera pas, les Français et aussi beaucoup de monde à Bruxelles pensent que, voilà, une fois que ça marche, on y prendra goût et on va continuer à faire ça. Et aussi, je nuancerai d'ailleurs le one-off, puisque dans le temps, on parle quand même pour rembourser les fonds, c'est sur une période, je pense, jusque 2058. Alors, c'est pas éphémère comme innovation. Et pour finir, ça a déjà eu son effet dès le moment de la prise de décision même, parce que ça a redonné une confiance à notre unité, solidarité, qui a aussi beaucoup impressionné à l'étranger, y inclut les toujours très sévères marchés américains. Sur le vaccin, ça, je ne sais pas si c'est un one-off. C'est une décision très étrange, en fait, très importante, mais on n'en a pas discuté du tout. Les fonds de relance, ça fait quasiment 8 mois de discussions intenses, des vraies bagarres entre le Nord et le Sud, ensuite pour aussi contourner l'obstacle du point de vue des fonds de l'opposition hongroise et polonaise. Mais la décision, pour moi, c'est la deuxième plus grande innovation. Voilà, on va acheter des vaccins ensemble. C'est décidé en quelques coups de fil. C'est ce que j'ai pu retrouver. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Puisque, et ça revient à tout début de notre conversation, puisqu'on ne voulait pas répéter l'expérience du chacun pour soi de février-mars 2020. On ne voulait pas, encore une fois, qu'on doit s'engueuler sur des choses qui allaient sauver des vies. Et on pensait que ça allait déchirer encore une fois l'Union européenne. Et ça, même si le parcours de la Commission européenne à cet égard n'est pas un parcours sans faute, je trouve que la décision était juste. Parce que le risque de nouveau déchirement était énorme. Toujours est-il qu'encore une fois, on n'en a pas discuté, et là, il y avait beaucoup de coulisses et trop peu de podium, pour reprendre ces termes. Madame ? Bonsoir. Vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez dit avant que les dirigeants européens, il leur manquait un peu le regard, la capacité de regarder en arrière, d'avoir l'historique, le bagage historique pour avoir des grandes projections vers l'avenir. Mais maintenant, il se trouve qu'au niveau de l'Union européenne, il y a le grand projet de la conférence sur le futur de l'Europe qui est en train de se mettre en route, avec une participation citoyenne qui est prévue. Mais sachant qu'en Europe, dans beaucoup de pays européens, la participation citoyenne, ce n'est pas quelque chose qui est très répandu, les gens n'y ont pas trop l'habitude. Et j'avais toujours aussi l'impression que c'est un peu difficile aussi pour demander aux gens de s'exprimer, aux citoyens de s'exprimer sur quelque chose, si on n'a pas déjà une petite piste vers où ça devrait mener. D'après vous, à quoi on peut s'attendre? Quel peut être le outcome en fait, de cette conférence sur le futur de l'Europe? Voilà, très bonne question aussi, mais je ne sais pas parce que franchement, au début, les attentes étaient très diverses. Il y avait et aussi les envies, ou l'envie n'était pas partagé par tous. Donc, le Parlement européen, notamment, a projeté beaucoup d'espoir dans cette conférence pour rendre
le système peut-être un petit peu plus lisible ou plus démocratique de son point de vue, par exemple avec l'élection du président de la Commission. C'est ce qui a produit cette conférence. Parmi les diplomates dans les capitales des États membres au Conseil, ils préférèrent plutôt une enceinte qui décide pas trop, qui reste pragmatique, qui ne va pas vouloir changer les traités européens, etc. Bon, ce sont les Français avant tout qui ont poussé, y inclut le président français. Et la conférence va se terminer sous présidence française de l'Union européenne, donc d'ici avril-mai 2022. Est-ce qu'il y aura des décisions concrètes? Je pense sur le volet santé publique, par exemple. Ça me paraît assez évident qu'on va prendre acte de quelques découvertes que nous avons faites ensemble lors de cette pandémie pour renforcer l'action européenne sur ce point, tout en respectant certains équilibres, etc. Mais est-ce qu'on va réinscrire ou rehausser les ambitions sur le climat? Je ne sais pas, mais je crois ces sujets-là qui vont être plus à l'ordre du jour, dans les décisions en tout cas, que les débats, disons, institutionnels sur le fonctionnement de l'Union européenne, parce que suite au trauma presque des référendums dans le passé, y inclus en France et aux Pays-Bas, deux pays que je connais bien en 2005, la génération qui a vécu là est toujours là, plus ou moins. Et donc l'appétit pour ouvrir ce qu'on appelle toujours une boîte de Pandore, je ne sais pas pourquoi, mais est très limité. Donc, l'accent sur ce que l'Europe peut pratiquement apporter, pandémie, climat, le digital, l'emploi, plus que structure et institutions, et c'est peut-être bien ici. Vous aviez encore une question? Il y a encore quelqu'un qui voulait... Voilà. Je voudrais faire une petite remarque. Vous avez parlé de beaucoup de choses ce soir. Il y a une chose qui m'est restée en tête. Je suis sidérée par, peut-être c'est un ressenti de ma part qui n'est pas correct, donc vous avez traité avec quelle nonchalance le respect des droits de l'homme, les règles de l'état de droit dans certains États membres de l'Union européenne. Je veux bien admettre une position de ce qu'on appelle réelle politique vis-à-vis de la Chine, de la Russie, mais comment est-ce qu'on peut baser une Union européenne et baser une Union européenne un narratif qui est entre autres basé sur la liberté et le respect des droits de l'homme et l'état de droit, et admettre au même moment que dans certains États, vous avez évoqué la Pologne, l'Hongrie bien entendu, il y a un discours un peu bizarre parmi les sociodémocrates en Danemark, vous avez évoqué le sujet de l'Autriche, et puis bien d'autres situations en Europe. Comment est-ce que vous pouvez passer, à mon avis, d'une façon trop nonchalante sur ce sujet très grave et très important pour la survie de l'Union européenne? Peut-être que je me suis trompée, je vous ai mal compris. Non, mais je vous remercie de partager ce ressenti, c'est très important. Et j'espère ne pas avoir été nonchalant, parce que ça, c'est très loin de mon intention. Mais ce que j'ai voulu exprimer, ici devant vous, c'est les dilemmes qui se posent et qui sont nouveaux. Et par exemple, j'ai dit par rapport à l'Allemagne que l'Allemagne était partagée, j'ai dit dans son cœur même, par rapport à, d'une part, son attachement à ces valeurs que vous citez et qui nous sont tous ici très chères, et d'autre part, certains besoins
de survie aussi. Quand on pousse d'arguments, à la fin, c'est ça. Et donc cette tension entre nos valeurs les plus intimes d'une part et les besoins d'acquérir ou de faire respecter notre place dans le monde, c'est un dilemme que j'ai appelé cruel. Ça ne me paraît pas de la nonchalance. Et bien sûr, on peut se positionner d'un côté de ce débat et dire si nous ne défendons pas nos valeurs à tout prix, c'est écœurant, et c'est peut-être votre position, et c'est tout à fait justifiable. Moi, ce que j'essaie de dire, je trouve mon rôle, c'est de dire, ben voilà, il y a deux positions dans ces débats, deux logiques presque qui s'opposent et qui va nous poser de grands problèmes. Et je pense que ce que vous avez fait, et je vous en remercie, c'est exprimer de façon très éloquente ce problème qui sera avec nous. Et après, voilà, il faut voir comment on réagit. Peut-être vous êtes parmi ceux, et vous serez courageux de dire par rapport à la Chine, voilà, on arrête. Non, mais c'est juste pour l'argument, on arrête de faire du commerce avec la Chine. Et moi, je suis prêt à gagner 20% de moins et à payer mon iPhone 2 fois plus cher, parce que, bon, pour être très concret, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. En tout cas, c'est un vrai débat qu'il faut avoir, pour moi, entre nos valeurs profondes et nos intérêts. Et ça, c'est douloureux. D'ailleurs, ce n'est pas dans ce livre-là, mais dans mon livre précédent sur les 10 crises, il y a un chapitre qui parle d'un de ces dilemmes dans la crise migratoire, où il y avait un peu la même chose, entre le désir de charité d'une part et la nécessité d'autre part de garder les frontières extérieures. Bon, on ne va pas revenir sur ce sujet ici, mais je trouve... Est-ce que c'est vraiment le même débat? Parce qu'ici, on parle quand même d'enfreindre des règles élémentaires. Vous faites partie d'une union, et il y a des règles démocratiques, et une après l'autre, vous allez à l'encontre de ces règles et il ne se passe rien. Et juste pour dire encore un autre élément, on a parlé de symboles, on a parlé des citoyens européens, si on voit maintenant qu'il y a des sondages où il y a de plus en plus, le pourcentage de personnes qui dit mais finalement c'est pas si grave, même si c'est un régime autocratique, parce que les démocraties illibérales, ce sont quand même des créations monstrueuses. Ça ne devrait pas, ça n'a rien à voir avec une démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas une ligne entre là, ce n'est plus une démocratie, là, c'est une démocratie? Et si on commence un langage pareil, c'est pour ça aussi peut-être que je parlais de gangrène, c'est quelque chose, on sème quelque chose et ça reste. Et là, surtout parmi les jeunes, il y a, dans certains pays, il y a plus de la moitié qui dit mais c'est pas grave si on vit pas en démocratie tant que ça marche. Et quand on voit en France le Rassemblement national, il y a beaucoup de jeunes qui sont adeptes. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en compte cet élément-là, au-delà de tous les autres, des économies, comment ça fonctionne, aussi ce qu'on véhicule? Et quand on parle de valeurs communes, ça peut aussi avoir des répercussions à moyen et à long terme. Oui, je crois que le discours est important et monsieur, en effet, ma réponse, j'ai parlé de la Chine, mais vous avez raison de le rappeler, Caroline, monsieur a parlé aussi de la Hongrie et donc des États membres de l'Union européenne qui ne sont plus des démocraties. Mais ça, je suis absolument d'accord, c'est très problématique puisque ce n'est pas une telle ou telle politique qui exécute mal, mais c'est les fondements même
de notre être ensemble entre Européens. Et si, vous me l'avez demandé aussi, le récit européen, qu'est-ce que nous partageons en tant qu'Européens? Si on ne peut pas y mettre la démocratie, alors on est mal barré. Donc est-ce que, ça c'est la... moi je ne peux pas m'empêcher de voir comment ça va se passer, comment ça va finir. Est-ce qu'il y aura un moment de vérité pour l'appartenance de la Hongrie, c'est le pays pour lequel je m'inquiète le plus, à l'Union européenne? Peut-être, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de moment de crise, de moment de vérité. Peut-être un mot sur la Pologne. Pourquoi je ne les mets pas sur le même plan? Parce que pour moi, en Pologne, disons, il y a plus de potentiel d'opposition par rapport à la force de la société civile polonaise. Pensez d'ailleurs aussi à l'histoire de la Pologne sous le communisme. Tandis qu'en Hongrie, Orbán il est au pouvoir depuis plus longtemps. Et systématiquement, il a éliminé toutes les sources d'opposition juridique, médiatique, électorale. Et donc, il est plus avancé sur ce chemin que le gouvernement polonais. Et en plus, personne ne comprend le hongrois, donc on ne peut même pas lire ce qu'ils disent. En tout cas, c'est très compliqué. Donc, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect de transparence qui fait défaut là et qui permettrait de mettre plus de lumière là-dessus. Si un jour, et c'est juste pour finir là-dessus, pourquoi ça restera pénible, si un jour on décide collectivement, on veut mettre la Hongrie en dehors, ce ne serait pas un jour de gloire non plus, ce sera aussi très douloureux. On a parlé très brièvement du Brexit, c'était un moment douloureux, mais là ce sera pareil. Ça veut dire aussi, ça a des conséquences évidemment sur le territoire géostratégique, relation à la Russie et tout cela. Donc il faut être très sûr qu'il n'y a pas d'évolution positive qui puisse venir de l'intérieur. C'est de là que ça doit venir. On ne peut pas sauver la démocratie polonaise de Bruxelles ou de Luxembourg. On peut les aider à encourager, mais le mouvement de fond doit venir des pays mêmes. Et si à un moment donné on pense que ce n'est plus envisageable dans une période acceptable, peut-être une crise éclatera. Je termine sur un point plus précis. On sent quand même que la patience, avec ce que fait Orbán aussi pour la politique étrangère, en mettant son veto à droite et à gauche, que ce soit d'Israël, de la Chine, etc., la patience n'est plus là comme il y a 2-3 ans. Donc la tension monte à cet égard. Et on va voir. Et on va voir jusqu'où ça va mener, mais c'est un nœud de problèmes très, très difficiles. Je pense qu'on a compris la complexité. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et merci au public.